Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose notre rendez-vous mensuel autour de la transformation des entreprises. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la transformation managériale sous le prisme de l'éloge de la transgression. Vous allez voir, c'est très intéressant avec le cas pratique d'Enedis. On parlera ensuite du marketing de la génération Z, une génération insaisissable, mais évidemment à laquelle les marques s'intéressent de très près. On sera ensuite avec l'une des startups les plus prometteuses en France. C'est de la téléphonie 100% cloud et ça s'appelle Aircall. Et puis on terminera avec les usines du futur. C'est parti, c'est Bismart l'émission. Et pour commencer cette émission, on va parler transformation des entreprises dans le cadre de notre rendez-vous mensuel avec Arnaud de Malocène. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur du développement de Boson Project et à vos côtés ce mois-ci, Gérard Matencio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de la direction des dirigeants talents et dynamique managériale chez Enedis. Alors, on va se plonger dans une thématique aujourd'hui, Arnaud, que vous m'avez proposée, qui est l'éloge de la transgression dans le cadre d'une transformation managériale, avec évidemment comme cas pratique Enedis. Mais d'abord, Arnaud, moi j'aimerais comprendre, c'est quoi l'éloge de la transgression ? C'est le fruit de nos discussions avec Gérard et il l'incarnera et il vous présentera ça. Mais je trouve que moi, ça me touche beaucoup parce que dans des organisations en transformation, l'éloge de la transgression, ça veut finalement dire que les organisations sont avant tout humaines. Si je fais un peu de sociologie de comptoir, les organisations sont là pour assurer, organiser, structurer, permettre la coopération au service d'un but, que ce soit vendre des yaourts, des voitures ou des nuits d'hôtel. Ouais. Et cette organisation-là, elle s'incarne dans un cadre qui est en général assez strict, qui vit avec des process plus ou moins contraignants, une culture d'entreprise avec ses rites, ses rituels, etc. Donc on a finalement un espèce de cadre qui peut rester assez rigide, qui est là pour organiser le travail. Et la transgression dans ce cadre-là, c'est finalement la liberté des collaborateurs de faire face à ce cadre puissant-là et de pouvoir finalement le remettre en cause. Alors il y a la mauvaise transgression qui est une... Mais il ne s'agit pas de faire tout voler en éclats non plus. Non, justement. Et du coup, on a la mauvaise transgression avec ceux qui font tout voler en éclats et qui sont éjectés par l'organisation. Et on va avoir la transgression qui est plutôt positive. Dans les boîtes qu'on accompagne, on va plutôt miser sur on les appelle les rebelles constructifs, si je prends la version française de Corporate Hacker, mais c'est ceux qui, dans le sens de l'entreprise, vont remettre en cause son cadre et vont le questionner à différents niveaux, que ce soit pour faire des économies, pour mieux servir le client, pour questionner l'efficacité du fonctionnement des lignes hiérarchiques, etc. Et du coup, je trouve que c'est l'éloge de la transgression, c'est en période de transformation la capacité d'une entreprise à donner des territoires d'expression aux collaborateurs pour qu'ils puissent transgresser, protéger cette transgression parce qu'elle rend service à l'entreprise, elle lui empêche d'être figée et finalement avec des œillères. Ouais, mais où est-ce qu'on fixe la limite alors ? Où est-ce qu'on fixe la limite ? Mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Et dans toutes les organisations, on le voit, c'est à partir du moment où les règles du jeu et le cadre est clair, la confiance fait le reste et l'organisation se régule d'elle-même. Et je pense que Gérard en parlera mieux que moi avec le cas d'Enedis, mais ça fait quoi ? Ça fait maintenant, nous, une dizaine d'années qu'on accompagne des organisations et qu'on mise sur cette transgression et qu'on mise sur cette confiance aux collaborateurs. On n'a jamais eu de mauvaise surprise. Il n'y a jamais eu de collaborateurs qui sont sortis du cadre ou qui ont remis en cause de manière gratuite le cadre parce qu'on les fait travailler en équipe, parce que c'est jamais un individu solitaire. Et ce travail-là, cet équilibre-là fait que finalement le cadre peut être remis en cause et on a une organisation qui est capable de se mouvoir. Mais comment on procède concrètement alors ? Parce que on ne dit pas du jour au lendemain à des équipes allez-y, transgressez, puis on verra ce que ça donne à la fin. J'imagine qu'il y a quand même un processus, un peu de transformation quelque part. Il y a un processus et ça ne peut pas être une injonction. Effectivement, on voit des boîtes qui sont lancées dans des transformations en disant on fout tout en l'air et puis allez-y, sortez des cages. Et évidemment, personne sort des cages. Donc je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord une vision qui doit être claire et partagée, donc simple. Il y a une stratégie derrière, c'est le job des dirigeants, mais la stratégie, c'est comment est-ce qu'on organise la transformation. On ne peut pas tout foutre en l'air du jour au lendemain en disant sortez de vos cages, parce que finalement, on aura bousculé tous les repères quotidiens des collaborateurs. À partir du moment où il n'y a plus de repères, on inverse la responsabilité, c'est qu'on demande aux collaborateurs de porter la responsabilité, de remettre du cadre, du sens dans la transformation. Donc le job des dirigeants, c'est une vision claire, un cadre qui est clair, dans lequel les collaborateurs vont pouvoir venir pratiquer, si on peut appeler ça, la transgression. Mais s'il n'y a pas ça, on va finalement avoir des boîtes qui disent « Allez, on devient agile » et à la fin, on n'aura que de l'agitation. Bon, alors justement, on va aller voir concrètement comment ça s'est passé chez Enedis. Gérard Matencio, vous avez mis ça en place depuis 2015. Comment est-ce que vous avez pensé déjà cette transgression au sein d'Enedis, cette transformation managériale ? Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire au départ ? D'abord, une conviction. La conviction repose sur l'équation suivante. C'est que la performance d'une entreprise, on ne l'obtient qu'avec des collaborateurs engagés.
La vraie question, c'est comment on fait pour engager les collaborateurs. La réponse d'Enedis, depuis de nombreuses années, c'est les comportements, ce sont les comportements managériaux qui font des collaborateurs engagés. Cette équation-là, elle est vitale parce que tous nos projets de transformation sont vraiment ciblés sur les comportements managériaux. On dit d'ailleurs de manière assez usuelle qu'on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager, en général un mauvais manager. Ouais. Donc cette question des comportements managériaux, c'est ce qui a bâti le projet dès le départ. Ce qui nous a poussé aussi, c'est mon expérience personnelle. J'ai 30 années d'expérience dans cette entreprise et j'ai pu constater en tant que manager et en tant que manager les difficultés qu'on pouvait avoir à certains moments pour transgresser, comme le dit Arnaud, mais transgresser de manière honnête et de manière pour le bien de l'entreprise, le cadre qui était parfois un peu, vous l'imaginez bien, dans une entreprise qui a plus de 75 ans, un peu rigide parfois. Et puis ce projet, si vous voulez, il n'a pas été pensé à l'origine. Ce n'est pas une démarche délibérée, c'est une démarche émergente. C'est-à-dire qu'une opportunité se présente et on se dit, tiens, c'est le moment ou jamais de mettre en place nos convictions sur le management. On touche à tel objet de l'entreprise, on dit, tiens, là, profitons-en pour être cohérent, etc. Donc on construit finalement un projet d'ensemble, pas à pas, pied à pied, step by step. Et c'est après qu'on se rend compte au final que cet ensemble est cohérent et qu'on peut le donner à voir aux collaborateurs. Donc il n'y a pas de démarche vraiment pensée finement à l'origine. Vous êtes quand même dans une entreprise qui est assez syndiquée. Donc, est-ce que c'est facile d'appeler à la transgression quand on est dans un environnement syndicalisé ? Alors, effectivement, Enedis est, comme souvent les entreprises de services publics, une entreprise syndicalisée. Alors, le syndicat, c'est une question de posture et c'est une question d'homme, je dirais. Question de posture, c'est-à-dire que si on prend les syndicats comme des empêcheurs de tourner en rond, effectivement, la relation est vite bloquée. Il y a des syndicats constructifs et d'autres peut-être un peu moins. Oui, mais il y a aussi la vision que vous pouvez en avoir, vous, déjà, a priori. Et on peut considérer que leur vision, même si on ne la partage pas toujours, c'est une lecture du contexte qui peut enrichir le projet. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que le projet, en général, chez Nice, on évite le plus possible de venir dans un IRP, dans une institution représentative du personnel, avec un projet ficelé. On vient avant les IRP voir les OS en disant voilà l'idée qu'on a en tête. Les organisations syndicales. Voilà, les organisations syndicales. Voilà le projet que nous avons en tête. Il n'est même pas ficelé, il n'est même pas détaillé dans toutes ses formes. On voudrait faire ça. Vous en pensez quoi ? Et c'est comme ça qu'on arrive à construire peu ou prou une relation de confiance. Alors, je vous l'accorde, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours parce qu'en face de nous, on a des hommes plus ou moins compétents, plus ou moins ouverts. Mais quand ça marche, c'est intéressant parce qu'ils nous donnent eux-mêmes des solutions à des problématiques que nous avions identifiées et que nous ne pouvions pas résoudre, et à des problématiques que nous n'avions pas identifiées et qu'il fallait absolument résoudre dans le projet. Mais alors, à l'inverse, comment réagit la direction ? Parce que c'est pas facile de dire je vous donne un peu les clés aux équipes. C'est aussi un challenge de confiance du côté de la direction. Absolument. Vous l'avez dit, le maître mot, l'essence de ce projet-là, c'est la confiance. Donc, on avait un cadre clair, comme l'a dit Arnaud, il faut un cadre clair. Le cadre clair, c'était quoi ? C'était dire... Écoutez, l'environnement dans lequel est Enedis est devenu compliqué, beaucoup plus compliqué qu'avant. Et donc le management command and control, c'est un mode de management que vous ne pouvez plus utiliser de manière totale sur tous les aspects de l'entreprise. Ça existe et c'est nécessaire, le mode de command and control, notamment en situation de crise. Mais dans la vie quotidienne, nous avons besoin de l'intelligence collective de tout le monde. Et dans l'intelligence collective de tout le monde, nous avons besoin de nous appuyer sur les gens. Et donc, nous souhaitons responsabiliser et autonomiser le plus possible les collaborateurs. C'était ça le cadre. Ensuite, le patron de l'époque et la patronne d'aujourd'hui nous ont fait confiance en disant le but, vous le connaissez, le chemin vous appartient. Construisez le chemin. C'est vraiment cela qui a été mis en œuvre. Ensuite, comment les rassurer sur la transgression ? Deux choses. D'abord, c'est une transgression sage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on autorise des transgressions du cadre à partir du moment où on est prévenu avant. D'accord. Et à partir du moment où l'initiative est réversible. Si cette initiative conduit à une impasse, il faut pouvoir revenir en arrière. C'est du test and learn, en fait. Absolument. Et puis la deuxième condition qu'il faut, me semble-t-il, pour que la direction nous fasse confiance, c'est aussi parler son langage. C'est-à-dire qu'une direction d'entreprise, elle cherche des résultats. Et on ne peut vivre et faire ce travail que si on a des résultats. Et donc démontrer de manière tangible que l'on obtient des résultats. Et ça aussi, on a pu leur témoigner. Et vous n'avez pas eu l'impression à un moment ou à un autre d'être un peu le pare-choc entre deux fronts ?
Alors je dirais pas le pare-choc, j'ai plutôt eu le sentiment d'être à la fois un parachute ventral et puis une couveuse. D'accord. Alors je m'explique. Le parachute ventral, c'est le parachute qui normalement ne vous sert pas. Et effectivement, les patrons régionaux avaient besoin de quelqu'un dans l'entreprise qui se porte caution vis-à-vis d'eux, qui leur garantisse qu'il y aurait quelqu'un au national, donc en l'occurrence moi, qui dirait oui, l'initiative qu'ils ont prise, je la connais, je la cautionne, etc. Ils en avaient besoin aussi pour un autre titre, c'est que leurs équipes à eux, en région, pouvaient se poser légitimement la question, tiens, on a un nouveau patron qui nous demande de faire des trucs vraiment hors normes, est-ce qu'il n'est pas un peu loufoque, et est-ce que c'est vraiment cautionné par l'entreprise? Et ça aussi, c'était une caution que je leur apportais en tant que parachute ventral, je vais le dire. Je n'ai pas eu beaucoup besoin de l'utiliser. Et puis la couveuse, c'est quoi? La couveuse, c'est faire en sorte de protéger l'initiative jusqu'à ce qu'elle soit viable, ou en tout cas jusqu'à ce qu'elle ait pu donner à voir ce qu'elle doit avoir. En clair, c'est faire en sorte qu'on ne donne pas prise au on n'a jamais fait comme ça, ou ça va pas marcher, ou on l'a déjà fait, ou combien ça coûte, combien ça rapporte, ou le business plan, il est où? La démarche, c'est pas ça. La démarche, c'est on essaye, on voit ce que ça donne, petitement. Et puis si ça marche et que le poulet a pris de la vigueur, alors là on peut le présenter en COMEX et on peut proposer au COMEX de l'entreprise de généraliser l'initiative. Et ça vous a amené à mettre à plat des règles qui avaient déjà été établies par exemple depuis longtemps ou... Absolument. Notre politique mobilité des compétences, par exemple, de mobilité interne, c'est la politique qui régit les mouvements des personnels lorsqu'ils mutent de poste en poste, lorsqu'ils bougent. Voilà des règles qui avaient 75 ans d'histoire. Depuis 75 ans, oui. On vivait avec des règles. Pour vous donner un exemple, si j'étais votre manager, eh bien c'est moi qui décidais quand vous aviez le droit de me quitter. Ah ouais? Vous ne pouviez pas me quitter sans que je donne l'autorisation de partir dans une autre équipe. C'est moi qui décidais. C'est aussi moi qui décidais. Du coup, j'imagine que, en termes de manager, on n'a pas envie de laisser partir ces bons éléments, quoi. Vous avez tout compris. Vous avez compris. En tout cas, la grande partie du problème, c'est ça. J'avais également le pouvoir de vous dire, OK, vous pouvez partir, mais sans augmentation salariale. Et puis, je pouvais aussi vous dire, écoutez, vous êtes en RH, vous voulez faire de la clientèle. Ouais, mais moi, je ne vous vois pas en clientèle. Donc, vous n'irez pas en clientèle. Et ça, vous avez réussi à le... Ça, c'était le pouvoir qu'avaient les managers. Tous n'en abusaient pas, je vous rassure, mais tout de même. Donc, depuis le 1er janvier 2019, tous les collaborateurs d'Enedis peuvent partir quand ils veulent, comme ils veulent d'Enedis, en tout cas de leur poste, pour aller regagner un autre poste chez Enedis, sans en informer leur manager, sans demander l'autorisation de leur manager. Qu'est-ce que ça a changé, vous allez me dire, sur le comportement managérial? Tout. Parce que si je n'ai plus le pouvoir de la contrainte pour vous retenir, qu'est-ce qui me reste pour vous retenir si j'ai envie de vous retenir et de vous fidéliser? Il me reste moi, ma qualité managériale. Est-ce que je vous donne envie de rester ou pas? Est-ce que mon comportement managérial fait que vous avez resté ou pas? Est-ce que les gens dans mon équipe qui se démènent sont mieux rémunérés que ceux qui se démènent moins? Est-ce que je m'occupe du développement de vos compétences? Est-ce que je m'occupe de votre parcours professionnel? C'est ces questions-là qu'on demande à nos managers de régler. La réputation du manager devient finalement le seul instrument pour fidéliser ou attirer. Et vous avez observé moins de turnover, par exemple, dans les équipes? Oui. J'ai surtout observé plus de candidats. Ah ouais. Plus de candidats sur les postes. Et puis, on a observé aussi des phénomènes assez intéressants. C'est que dans certaines situations où les gens partaient rapidement, on pointait la cherté de la vie locale, etc. Les études ont montré que c'était, à coup sûr, pas la cherté de la vie dans ces cas-là. C'était le comportement managérial. Alors, pas toujours, je vous l'accorde. Et c'est là où les OS ont pu m'aider. Par exemple, on peut considérer qu'à qualité de management égale, vous pouvez avoir certaines situations, certaines villes qui attirent moins que d'autres. Et là, la CGT, pour ne pas la nommer, m'a proposé une idée en disant, écoutez, pourquoi vous ne proposeriez pas à ceux qui acceptent de venir dans une zone qui est plus déficitaire ou moins attractive que d'autres, proposer à ceux qui l'acceptent de négocier ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter, mais ils posent sur la table un certain nombre d'exigences que vous êtes prêts à assouvir ou pas. Et vous passez un contrat avec eux, et moyennant quoi ils s'engagent à rester un certain nombre d'années. D'accord. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, c'était une revendication du management également. On l'a mis en place. Et ça marche. Et ça marche même bien, très bien. J'ai lu que vous avez embarqué ce que vous appelez les managers de proximité. C'est quoi les managers de proximité? Alors voilà une population qu'on appelle manager de proximité parce que c'est vraiment le premier niveau managérial. Ce sont des agents de maîtrise
à qui on a confié un rôle d'encadrement. Et chez Enedis, ils représentent plus de la moitié de nos managers. Nous avons 5000 managers sur 35 000 salariés et 2700 d'entre eux sont des managers de proximité. C'est eux que les équipes voient quotidiennement. Les chefs au-dessus, ils les voient de manière plus espacée, mais ces chefs-là, ils les voient tous les jours. Donc ils représentent la direction. De leur qualité dépend l'adhésion des salariés à nos projets ou pas. C'est une population qui est issue à moitié du rang, c'est-à-dire qu'ils ont été embauchés comme techniciens, ils sont devenus managers par leur investissement dans l'entreprise, et pour moitié Bac+2, embauchés Bac+2. Et cette population est particulièrement intéressante parce que sa légitimité repose sur plusieurs facteurs. Un qui est fondamental pour eux et qu'on a eu tendance à banaliser dans les périodes précédentes, c'est la technicité. Si vous n'êtes pas suffisamment, pas expert, mais connaisseur du métier, vous n'embarquez pas les gens. La pédagogie et la capacité d'animation. Et donc, on travaille avec eux, avec ces 2700 managers de proximité qui sont des gens loyaux, qui sont des gens qui aiment leur entreprise, qui sont des gens qui ont envie de bien faire. On les aide à gravir une compétence en management, à libérer les initiatives, à avoir les gestes managériaux les plus efficaces et ceux qui vont vers la responsabilisation et l'autonomie. Arnaud, dans tous les exemples qu'on passe en revue là depuis plusieurs mois, et c'est ce qui ressort là aussi quand on parle de responsabilisation ou de manager de proximité, c'est que finalement la transformation managériale, souvent elle vient du terrain. Est-ce que c'est le seul moyen d'avoir une transformation qui finalement soit réussie ? Alors, je dirais pas que c'est le seul moyen, parce que même en général, elle part pas du terrain. Par contre, elle peut pas se faire sans le terrain. Ouais. Et donc non, c'est en fait la transformation, c'est un. Et Gérard l'a bien décrit, c'est un processus qui n'est pas figé. Donc en fait, vous avez un cap et une impulsion qui peut partir de la tête au départ, mais il faut qu'elle redescende sur le terrain. Il faut que du terrain, il y ait des remontées qui viennent alimenter la direction, etc., etc. Et on a finalement un espèce de processus ascendant-descendant qui permet de tracer un peu le timing de la transfo, parce que c'est un peu ce que tout le monde oublie, mais finalement, les hommes avec un grand H de l'entreprise, c'est eux les métronomes de la transformation. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une transformation qui est calibrée dans le temps, qu'on ne va pas trop vite, qu'on ne va pas trop doucement, et qu'on est en capacité finalement de créer réellement le mouvement. Donc ça part pas du terrain, mais sans le terrain et sans la capacité à faire en sorte que la transformation s'implique finalement dans le quotidien des collaborateurs, là on perd tout et on est dans une espèce d'injonction conceptuelle, ce que je disais tout à l'heure en disant devenons agiles, et à la fin on s'agite plutôt que de devenir agile. Et comment on fait ensuite pour que ce soit durable ? Parce que ces managers-là, qui ont pris ces habitudes-là, à un moment ou un autre, ils peuvent partir. Les DRH, bon là, vous êtes toujours là, mais ils peuvent partir aussi. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans la durée ? Parce que c'est déjà un processus qui prend beaucoup de temps. Si au moindre changement de manager, ça tient pas ? Il y a quelques clés. Déjà, c'est hyper important que ce soit incarné. Donc les managers ont leur importance, quel que soit leur niveau, pour incarner cette transformation. On ne peut pas les éliminer de l'équation, au contraire. Sans ça, ça part pas. Après, je dirais une chose, c'est une certaine pédagogie. J'ai eu la chance de travailler avec une banque où au bout de 5 ans, tous les managers étaient capables de ressortir exactement quel était le projet d'entreprise. Il était ultra simple. Une ambition, 3 objectifs, 6 chantiers. Et ils avaient extrêmement régulièrement porté par la direction un timing de où on en était sur les chantiers, etc. Ça, c'est une manière de faire en sorte que la transformation n'appartient pas aux dirigeants. Elle appartient à tout le monde y participe. Et c'est comme ça qu'on embarque et qu'on met tout le monde dans la même temporalité. Ça évite le truc où on impulse 45 projets dont on ne comprend rien. Deuxième sujet, c'est des managers qui ne sont pas des relais, mais qui sont des commandants. On entend beaucoup des relais, donc les managers, ils cascadent, donc ils font ce qu'on leur dit, puis ils cascadent. Ouais. Là où ça marche le mieux, notamment dans certaines boîtes du retail, c'est quand même quand on a des managers qui sont commandants, qui sont dans le cadre, mais qui ont une marge de manœuvre pour décliner à leur manière la transformation sur le terrain. Du coup, ils s'en emparent. C'est plus un sujet de direction, c'est leur sujet. Ils l'ont décliné, ils l'apportent vis-à-vis de leur équipe de manière concrète. Troisième chose, c'est que l'entreprise fasse son job, et c'est ce que décrivait Gérard sur on fait bouger le cadre, on fait bouger le contexte. Tant qu'on n'a pas fait bouger le cadre, les collaborateurs n'ont pas intérêt à bouger. Les managers n'ont pas intérêt à bouger tant qu'on ne leur a pas changé ce cadre-là en leur disant tu n'as plus la main sur l'avenir de tes collaborateurs, il va falloir que tu t'y prennes autrement. Tant qu'on n'a pas bougé ce cadre-là, les gens ne bougent pas. Et il y a beaucoup d'entreprises où on a juste l'injonction bouge, par contre le cadre ne bouge pas, il reste le même, et donc vous tapez la tête contre les murs sans finalement avoir un intérêt à réellement bouger. Et puis le dernier sujet après, c'est que finalement, tout ce travail-là permet d'avoir structuré quelque chose qui fait que si Gérard part demain, le chantier qui a été lancé, il le dépasse. Enedis, ils sont là-dessus depuis 2015.
Donc c'est pas anodin. Et tout ça, c'est certes incarné, impulsé par des femmes et des hommes, mais derrière, comme le cadre a bougé et que chacun s'est emparé du truc sur le terrain, finalement, ça va dépasser Gérard, qui aura peut-être une statue chez Enedis pour ça, mais il n'empêche que voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Gérard, on le disait, ça fait depuis 2015. Vous avez l'impression que c'est fini ou c'est jamais fini ? C'est jamais fini. C'est jamais fini parce que ce que dit Arnaud est très vrai, c'est qu'une transformation n'est réussie quand les hommes l'ont adoptée et donc quand la culture d'entreprise l'a adoptée. Et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que le zapping est une très mauvaise chose. Il faut s'inscrire dans la durée sur un projet. L'opération sur les managers de proximité que l'on évoquait ensemble, puisqu'on a construit une politique en 2015, on l'a conduit inlassablement. Chaque année, on refait un point, on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quelles nouvelles infections on peut donner. Il est important pour le personnel dans ce monde d'incertitude et où effectivement de nouveaux faits arrivent en permanence, que les démarches de fond soient stables, cohérentes et se prolongent dans le temps. Gérard Matancio, merci, directeur délégué de la direction des dirigeants, talents et dynamique managériale d'Enedis. Merci également à vous, Arnaud de Malocène, directeur du développement chez Boson Project. Évidemment, Arnaud, on se retrouve le mois prochain. Tout de suite, on va parler marketing de la génération Z. Et je suis maintenant avec Séverine Autray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et partenaire de l'agence créative Fred et Farid Paris. Avec vous, on va parler un peu de marketing pour la génération Z. C'est une cible qu'évidemment les marques ont très envie de conquérir. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une cible insaisissable. Comment est-ce que vous la définissez ? Alors complètement, en fait, moi, mon travail en tant qu'agence conseil en communication, c'est effectivement de connecter les marques qui viennent nous voir avec leur cible. Ouais. Et la cible de la génération Z, donc on se parle des gens qui sont nés après 97. D'accord. Voilà. Donc on est sur une génération qui est en train de finir ses études. Il y a encore des lycéens dans cette génération et ils sont pour certains en train d'arriver sur le marché du travail en 2020-2021. D'accord. Donc c'est de cette cible-là dont on se parle, avec tous les challenges qu'on imagine, parce que en fait c'est une cible qui a connu 2 crises mondiales majeures, plus une pandémie. Donc c'est quand même pas neutre dans la façon dont ils abordent la vie. Et voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils fonctionnent de manière extrêmement différente de la cible précédente, la génération précédente qu'on appelait la génération Y ou les millennials. Ouais. Et effectivement, nous, notre travail à nous en tant qu'agence de communication, c'est d'arriver à aider les marques à se connecter à cette cible-là, ce qui demande d'abord de l'expertise. Vraiment, parce que tous les jours, on regarde les datas, on regarde comment ils se comportent, on regarde les usages. Les usages en termes de format, on va en parler, mais changent tout le temps. C'est une cible qui est jamais là où on l'attend, complètement. Et puis, ça demande aussi d'être profondément immergés dans leur culture. Donc, ce qui est génial quand on est en agence de com, c'est qu'on attire aussi beaucoup les jeunes talents. Et donc, en fait, on a aussi chez nous, à l'agence, des gens qui font partie de cette Gen Z et qui nous aident beaucoup et qui nous nourrissent beaucoup sur la façon dont ils fonctionnent. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une cible qui est très mouvante. En fait, elle va très vite, elle switch comme ça de sujets assez vite. Elle est aussi peut-être nettement plus engagée que la précédente sur les questions de genre, sur les questions d'écologie. Donc, évidemment que pour une marque qui a envie d'aller les séduire, tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a un truc qui est absolument dingue. Enfin, moi, je fais partie de la fin de la génération X, donc je suis même pas millénial. Cette génération-là, elle ne connaît pas la vie sans Internet. Enfin, c'est délirant. Donc, c'est pas vous ni moi, quoi. Non, c'est pas nous, voilà, c'est pas grave, hein, mais c'est pas nous. Et du coup, c'est absolument incroyable parce que je crois qu'il y a une stat qui dit que ils sont 100% de la Gen Z consulte au moins 5 fois par heure son portable. Enfin, son smartphone. Ils ont pas de portable, ils ont tous des smartphones. C'est du délire. Ils sont totalement connectés. Ils ont une culture native de la vidéo. Ils consomment Amazon, Google, toutes les plateformes. Et ils ne sont pas sur les médias que consommaient leurs parents ou même leurs grands frères et sœurs. Typiquement, quand on regarde les stats, aujourd'hui, les plateformes qui surperforment sur la Gen Z, c'est Snapchat, Twitch ou TikTok. TikTok a fait une ascension dingue, en particulier l'année dernière grâce au premier confinement. Leurs parents et leurs grands-parents, ils sont plutôt sur Facebook. Et voilà, et Instagram est un peu entre les deux, je dirais. Et voilà, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur TikTok, il y a 65% de Gen Z. Sur Facebook, ils sont 25%. Donc vraiment, c'est des jeunes qui sont connectés aux réseaux sociaux, connectés à la vidéo.
pour qui c'est un moyen d'expression. Et voilà, et pour les marques, il faut aller les chercher sur ces terrains de jeu-là. Mais j'imagine que pour vous, en tant qu'agence de com, finalement, c'est un gros challenge de créativité parce que vous l'avez dit, en fait, ils sont hyper connectés, ils nagent dans des contenus à longueur de journée. Donc pour créer le contenu qui va retenir leur attention, faut y aller sacrément quand même. Il faut bien les connaître. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un sujet d'expertise et de culture. Et puis après, il y a la magie de la créativité. Et ça, c'est une agence, c'est un collectif de talents qui, quand ils arrivent à travailler bien ensemble, produisent des choses qui sont plus grandes que la somme des individus. C'est ça la magie d'une agence de com. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait, nous, très bien chez Fred et Farid. Oui, moi, je voudrais que vous me parliez de l'exemple de WWF. Ouais. Parce que ça m'a fasciné. Ce qu'on a fait avec Snapchat. Ouais. En fait, c'est un bon exemple parce que typiquement, on est sur, alors vous le disiez tout à l'heure, c'est une génération qui est plus engagée que la précédente. Ils sont 60% à considérer qu'ils vont être capables de changer le monde. Donc c'est quand même, c'est une génération qui est engagée et c'est une génération qui a conscience de son impact sur les choses et sur les gens. Parce qu'encore une fois, ils sont à un clic de n'importe quelle star, de n'importe quelle célébrité. Ils savent qu'ils peuvent devenir célèbres en une vidéo sur YouTube. Donc tout ça est à portée de main. Pour eux, ça a l'air facile. Tout ça a l'air, ils veulent vraiment se réaliser leurs objectifs personnels. Ils sont, je crois, 72% à vouloir créer leur boîte. Donc ils sont vraiment là-dedans et du coup si on veut les intéresser, il faut aller les chercher avec des artifices et des stratégies de communication qui vont vraiment les toucher. Et en l'occurrence sur WWF, ils sont très intéressés par les enjeux climatiques. C'est la première génération qui fait vraiment bouger les choses. Mais en revanche, si vous allez les chercher avec un rapport de 150 pages, c'est mort. Vous aurez personne. Non, et en l'occurrence, c'était l'enjeu. WWF fait paraître un rapport annuel qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de réchauffement climatique. Et voilà, 150 pages, un rapport annuel, c'est pas comme ça que vous allez chercher les jeunes. Donc effectivement, on a imaginé une opération qui se passait sur Snapchat, où en fait on a fait une opération d'influence, on est allé chercher des militants qui sont des militants de la cause climatique, et on les a fait poster sur Snapchat pendant 8 heures, et en fait on a localisé tous leurs posts depuis le Groenland, ce qui nous a permis, vous savez, sur Snapchat, il y a une map de chaud-froid en fonction de où sont les gens, et tout d'un coup, il y a eu un boom sur une zone qui normalement est une zone assez dépeuplée. Et voilà, et donc ça a créé le buzz. Et c'est aussi comme ils sont engagés, si vous allez les chercher avec les bons messages et avec la bonne manière de leur parler, pour le coup, c'est une cible qui commente, qui partage, qui like, qui combat, qui descend dans la rue. Oui, parce qu'elle est engagée, donc finalement sur n'importe quel terrain. Vous avez aussi travaillé, parce que là on parle de WWF qui est donc une ONG, mais vous avez aussi travaillé pour Carambar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cas? Parce que là aussi je trouve que c'est intéressant cette façon d'interpeller cette génération-là. En fait, Carambar, qui était un client historique de l'agence, avait un sujet en 2019 qui était son anniversaire, l'anniversaire de la marque. Alors les marques, en particulier les marques de retail, elles aiment bien fêter leur anniversaire. Et puis c'est aussi un prétexte pour booster les ventes souvent. Et on a eu cette idée sur Carambar, qui est, alors encore une fois, d'aller travailler avec Snapchat, avec qui on a vraiment collaboré pour la mise en œuvre. Donc c'est l'agence qui a imaginé l'idée, et puis après on l'a co-fabriqué en fait avec Snapchat. Et en fait, on est allé là aussi les chercher avec des outils qui leur plaisent. On est allé créer 50 blagues en réalité augmentée pour les 50 ans de la marque. Donc en gros, de notre côté, ça voulait dire concevoir et écrire toutes les blagues. Bonjour le brainstorming. Mon associé Olivier qui s'y est collé peut vous en raconter quelques-unes à l'occasion. Et puis ensuite, on a fabriqué... C'est Olivier qui a écrit toutes les blagues? Il en a écrit une partie avec ses créatifs. Mais oui, forcément, il y a un moment... Il est rédac, donc il faut bien s'y mettre. Et puis après, on a fabriqué ces vidéos. Et en fait, ce qui était extrêmement malin, c'est que ces vidéos étaient accessibles via un QR code qui était présent sur les packs de Carambar et sur les papillotes. Donc, concrètement, on est sur une opération qui a très bien fonctionné en termes d'image parce que c'était extrêmement ludique. On mettait en scène le Carambaré qui racontait ses blagues, etc., qui est un personnage populaire de la culture française. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est une opération. Pendant l'opération, Carambar a fait plus 6% en termes de business sur un marché de la confiserie qui était en décroissance de 2% à l'époque. Donc, ça fonctionne, c'est-à-dire que nous, moi, je suis pas là pour faire de l'art, je suis là pour faire de la pub. Bien sûr. Et donc, comme vous le disiez, on travaille pas que pour des ONG, on travaille principalement pour des marques commerciales. Et c'est vrai que c'est une cible qui est volage et qui est difficile à capter, mais on peut tout à fait, avec des dispositifs qui sont performants et qui sont bien pensés depuis le démarrage, avoir des résultats qui sont super efficaces. Est-ce qu'il faut systématiquement, là vous l'avez pas fait pour le cas de Carambar, mais vous l'avez fait pour d'autres cas, faire appel à des influenceurs? Est-ce que finalement c'est la meilleure porte d'entrée?
C'est une bonne porte d'entrée aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui l'influence c'est un peu la nouvelle façon de médiatiser les opérations. On a un bon exemple à l'agence qui est une opération qu'on a fait pour la Redoute, 2 opérations qu'on a fait pour la Redoute l'an dernier. La Redoute c'est un client historique de l'agence qu'on accompagne sur toute sa stratégie de communication sur la partie préférence de marque. Ouais. Et depuis l'an dernier on a vraiment commencé à travailler la cible de la Gen Z et des adolescents parce qu'on s'est rendu compte que ces individus-là au sein de leur foyer, au sein de leur famille ont énormément d'influence. Non seulement sur évidemment ce qu'ils consomment eux, évidemment, mais aussi sur leurs parents. Et c'est vrai de toute cette génération-là. Donc on a eu envie de commencer à la traiter un peu parce que la Gen Z et les ados, ils n'ont jamais vu un catalogue La Redoute de leur vie. Encore une fois, vous et moi, nous avons grandi avec le catalogue La Redoute, ça. Mais eux, c'est pas le cas. Et en fait, on a fait une opération sur TikTok. On a fait un casting, un challenge, un casting virtuel sur TikTok, le La Redoute Challenge. Et en fait, on est allé sélectionner nous 4 influenceurs sur la plateforme pour leur profil, leur affinité avec à la fois la cible, la marque, le sujet dont on se parlait qui était d'incarner une forme de diversité. C'est aussi quelque chose qui est très important pour la Gen Z aujourd'hui, d'incarner la diversité quand on est une marque. Et effectivement, d'avoir sélectionné ces 4 influenceurs-là, ça a été une des clés du succès de l'opération parce que eux se sont fait l'écho de l'opération de manière extrêmement naturelle et authentique parce qu'en fait, ça correspondait vraiment à leur personnalité, à leur ligne édito. Et ça aussi, c'est une des clés du succès pour la Gen Z. Ils n'ont pas de problème à croire les marques et à consommer les marques, mais en revanche, ils ont besoin que les marques elles soient alignées. C'est-à-dire que si vous racontez un truc dans un média et que par ailleurs vous n'êtes pas cohérent, par exemple sur votre marque employeur, vous vous faites flinguer, c'est fini. Et vous êtes blacklisté. Ils n'ont aucun problème à blacklister les marques et à changer. Même des marques qu'ils ont adorées par le passé. Donc c'est très important d'avoir une forme de cohérence. Et La Redoute, c'est une marque qui est patrimoniale, qui est authentique. C'est une marque que les Français aiment beaucoup parce qu'elle est ancrée à Roubaix. Et puis on a grandi, c'est une marque qui a plus de 180 ans, donc on a tous grandi avec La Redoute. Et du coup, c'était important d'avoir une démarche là aussi sur TikTok qui était une démarche authentique, tout simplement. Ça veut dire que cette génération-là, elle pousse finalement les marques à s'engager davantage ? Ah oui. Ah oui, c'est clair. Elle pousse les marques à s'engager, elle pousse les marques à être cohérentes. Après, c'est une génération qui est pleine de paradoxes parce qu'à la fois, ils sont extrêmement pragmatiques. On voit, quand on regarde les études, les millennials, par exemple, ils se réalisaient vraiment en faisant des voyages, en réalisant des rêves, en vivant des moments. La Gen Z, elle est plus pragmatique que ça. Après, elle s'est mangée 2 crises et une pandémie. Donc on comprend. Là, ils cherchent du travail, concrètement. Oui, voilà. Il y a un effet de réalité. Il y a peut-être un effet de réalité aussi. Ils ne sont pas au même moment de leur vie que nous non plus. Mais c'est vrai que c'est une génération qui est très demandeuse vis-à-vis des marques et après qui est aussi très consommatrice de marques et de produits quand les marques et les produits tiennent leurs engagements. Donc c'est pas une génération qui est anti-consommation. Mais en revanche, eux s'engagent beaucoup et puis ils ont aussi un recul vis-à-vis du système qui fait que je pense qu'ils en attendent un peu moins des politiques, des institutions. Et ils sont conscients que les entreprises et les marques ont de l'argent et ont le poids nécessaire pour changer les choses. Et puis eux aussi, ils sont à un clic, ils sont à une vidéo de faire le buzz. Ils sont à une vidéo de changer les choses. C'est facile pour eux aujourd'hui de faire descendre les gens dans la rue, par exemple. Ouais. Donc c'est des gens qui sont engagés et qui prennent le pouvoir qu'on leur a donné, qui ont pris la place qu'on leur a donnée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette génération-là, finalement, va vieillir et va évoluer après. C'est clair. Ça, c'est un vrai sujet. En particulier, nous, en tant qu'employeurs, patrons d'entreprise, on se pose toujours la question de quel va être leur rapport au travail d'ici quelques années. Et ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Séverine Autret, directrice générale et partenaire de l'agence Fred et Farid Paris. Et on poursuit maintenant avec Jonathan Anglove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Aircall, entreprise spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Votre activité a augmenté avec le confinement. D'abord, moi, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de lancer Aircall. En fait, avec mes associés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour les entreprises de mettre en place leur téléphonie. C'était long. En cas de transition ou de nouvelles équipes qui arrivaient, encore une fois, c'était long, c'était cher, c'était vraiment compliqué. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on simplifie la manière dont on met en place dans une entreprise la téléphonie, que ce soit pour une petite boîte de 3-4 personnes ou une entreprise d'une centaine de personnes qui ont besoin de plus de fonctionnalités ou de nouvelles choses au moment de la transition, quelle qu'elle soit finalement.
D'accord, mais même avec les téléphones portables, aujourd'hui, ça reste compliqué de déployer de la téléphonie? Alors, vous le dites, hein, le téléphone portable, c'est du hardware, donc Ouais. il faut déjà les envoyer à chaque personne, il faut mettre une carte SIM, et finalement, c'est juste la partie portable. Maintenant, quand on est au bureau, habituellement, on a un téléphone fixe qui est posé sur le bureau, et finalement, aujourd'hui, on n'a plus ça avec AirCall, c'est un logiciel, et on s'est dit que c'était quand même plus simple d'avoir un logiciel sur les ordinateurs, et en plus de ça, étant donné qu'on a un logiciel, on va s'intégrer à tous les outils métiers que ces entreprises utilisent déjà, et donc pour leur apporter plus de valeur. Genre, quel type d'outils métiers? Alors typiquement, ça va être le CRM Ouais. dans le cas d'un service, D'accord. dans un service commercial, mais le helpdesk dans le cas d'un service client. Pour typiquement quand on est un utilisateur d'AirCall, au lieu de lorsqu'on reçoit un appel d'un de nos clients, un de nos prospects, tout de suite on a une remontée de fiches, on sait qui est le client. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon, Voilà, dans c'est ça. mon autre logiciel, d'ouvrir une Exactement. autre page. Et donc on améliore finalement le service client. Donc si vous pensez à vous quand vous appelez le call center de votre e-commerce favori, Ouais. et que la première chose qu'ils vous demandent finalement, c'est quel est votre numéro de client ou quel est votre numéro de téléphone, alors que vous êtes en train de les appeler de votre numéro de téléphone. Bah, finalement, avec AirCall, tout ça, ça n'existe plus. Il vous reconnaît, il vous appelle par votre prénom ou votre nom de famille, peu importe, selon eux comment ils se sont organisés. Et ils ont toutes les infos devant eux, que AirCall remonte de l'outil métier que vous demandiez. Et donc, finalement, il y a un vrai suivi clientèle. Et donc, AirCall, en plus de rendre les équipes plus productives, va améliorer le service client en général de la boîte. Parce qu'en fait, si je comprends bien, votre solution, c'est un logiciel que vous pluguez sur d'autres logiciels qui existent déjà. C'est ça. C'est ça. Donc, imaginez, c'est le téléphone de l'entreprise qui est connecté à l'ensemble des outils métiers de l'entreprise. Donc, là, on parlait du service client ou du service commercial, mais on peut penser aux RH, pareil, qui font toute la journée des appels avec des candidats. Eh ben, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à prendre de notes directement sur un papier et devoir les transférer après dans un outil. Bah, finalement, si AirCall s'intègre à l'outil métier des RH, l'appel peut être enregistré, donc on peut réécouter l'appel avec le candidat si nécessaire. L'appel peut être transcrit, les notes peuvent être poussées directement via AirCall. Et donc finalement, l'expérience candidat est meilleure, mais également l'expérience des ressources humaines va être meilleure puisqu'ils ont un meilleur suivi de toutes les interactions avec leurs candidats. Et quand vous dites c'est du 100% cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun logiciel, aucun hardware, donc aucun... Matériel. matériel en français, merci Aurélie, à installer. Ouais. Et tout se fait via les ordinateurs et se déploie en quelques minutes. Encore aujourd'hui, la plupart des solutions de téléphonie mettent des jours, voire des semaines à être déployées. Et j'ai encore des clients qui viennent chez nous, qui nous disent ça m'a mis 3 mois à essayer de déployer cette solution et ça n'a pas fonctionné. AirCall, on est capable de déployer la téléphonie d'une société, où que soit cette société dans le monde, en moins d'une dizaine de minutes, peu importe le nombre d'employés que cette société a finalement. Ouais, et donc, comme tout est depuis l'ordinateur, finalement, avec le télétravail, ça pose pas de problème, alors que le fixe, on ne peut pas l'embarquer, quoi. Voilà, au contraire, le télétravail, pour nous, a été vraiment un accélérateur de croissance. On va dire qu'en quelques mois, on a vu une accélération de sociétés qu'on ne voyait pas avant, des sociétés un petit peu plus traditionnelles, des PME de province ou des PME un petit peu plus à l'ancienne, finalement, qui prenaient leur temps pour se digitaliser, qui aujourd'hui vraiment vont à la course à la digitalisation et attendent d'avoir des outils tels que AirCall pour mettre en place leur téléphonie et donc en télétravail, être devant son ordinateur, travailler, mais être aussi joignable par téléphone, que ce soit dans le cas où je suis un commercial et toute la journée je fais des appels à mes clients, ou je reçois des appels de mes clients, ou que je sois une équipe de service client. Encore aujourd'hui, ça m'a fait rire, j'ai appelé le service client d'une grande enseigne dans laquelle je suis cliente et je me suis rendu compte qu'ils étaient sur AirCall et en fait, j'ai tout de suite compris sans demander à l'agent que cette personne était chez elle. Et en fait, ça prouve qu'en fait, il y a une continuité de l'activité malgré la situation de pandémie dans laquelle on est. Et donc, du coup, vous avez gagné des clients, vous, pendant cette période-là? Oui, on a gagné. Alors, évidemment, on a eu une forte croissance des nouveaux clients. De la même manière, on a aussi eu des clients qui ont souffert. Tous les clients qui sont dans le travel, donc dans le voyage, ça a été compliqué, et qui ont également des gros call centers. Donc, ils ont dû mettre beaucoup de gens en chômage partiel, parfois chômage tout court. Il y a eu des fermetures de business units. Donc ça a été assez compliqué. Donc on va dire que l'un dans l'autre, on a très bien tiré notre épingle du jeu. Mais il faut garder faut savoir que ça a été difficile pour beaucoup de sociétés. Et donc on a eu aussi une perte de chiffre d'affaires d'un côté. Parce que c'est quoi le business model? C'est de l'abonnement? C'est comment ça se fait? De l'abonnement classique par utilisateur, par mois.
un forfait. Et donc, lorsqu'on a des clients qui souffrent et qui ferment des équipes entières de service client, nous, on va perdre du chiffre d'affaires. De la même manière qu'on a des clients qui ont explosé en cette période, qui sont passés d'être 50 à être 200 chez nous, juste parce que le télétravail leur a permis d'accroître leur activité, mais également d'équiper certaines personnes qui n'avaient pas de téléphonie avant et maintenant et qui vont en avoir besoin. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes en phase d'hypercroissance quand même. Vous avez recruté 200 personnes l'année dernière. Oui. Et comment vous avez fait dans le contexte? Parce que c'est quand même pas ça. Ça a été assez sportif, mais on va dire qu'on l'a bien prévu. On a une équipe de ressources humaines extrêmement compétente et extrêmement adaptable qui a mis en place beaucoup de process pour être capable d'accueillir toutes ces personnes qui voulaient venir. Et donc, on a été capable, en effet, durant 2020, de recruter presque 200 personnes avec des process full online, avec des onboarding à distance, avec une intégration dans les équipes toutes digitalisées. Et donc, ça nous a permis de faire ça. Sur 2021, on continue, on recrute près de 300 personnes sur 2021, donc toujours avec cette même structure d'onboarding accéléré. Maintenant, 2020 a été aussi un peu l'antichambre du recrutement de 2021. On s'est dit il fallait qu'on atteigne certains milestones. Donc, c'était être capable d'avoir un processus de recrutement carré. Ça a été bon. 2, ça a été le logiciel en lui-même, le software qu'on voulait améliorer, donc apporter de nouvelles fonctionnalités, aller où on voulait aller. On y a réussi. Et le 3e point, évidemment, du chiffre d'affaires, de la croissance. Et la croissance a été au rendez-vous, donc on peut se permettre sur 2021 de recruter près de 300 personnes pour préparer 2022. C'est quel type de profil? Ça va être vraiment tout type de profil. On va avoir évidemment des profils techniques, les fameux développeurs, plus de 150. C'est pas facile. C'est très difficile. C'est très difficile, c'est très compétitif. On a maintenant de très belles choses à leur offrir. Une boîte en super croissance, une entreprise française qui croît à l'international. Plus de 85% de notre chiffre d'affaires est à l'international, ce qui est assez rare dans les sociétés françaises. Donc il y a de belles perspectives pour nos amis nouveaux employés. Donc les développeurs, à peu près 150. On ouvre également Madrid pour aller chercher aussi les pools de talents où ils sont proches de nos clients. Et on ouvre également Sydney, qui est ouvert depuis maintenant quelques mois, mais on va ouvrir Berlin et Londres, avec 150 autres recrutements, mais également en France, sur des profils de commerciaux, du service client, du product management, finalement tous les métiers qu'une entreprise a besoin. Oui, j'étais assez surprise de voir que vous étiez déjà à présent à peu près partout dans le monde, enfin j'exagère un peu, mais à peine. Pourquoi cette expansion internationale tout de suite ? Alors très tôt... Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de concurrents, je veux dire ? Si, il y a de la concurrence partout. Non, la concurrence vient des opérateurs, donc la concurrence est vraiment mondiale. Maintenant, on a ouvert assez tard des antennes à l'international, en dehors de l'antenne de New York qui a été ouverte très tôt dans l'histoire d'Aircall, donc au début 2016, parce qu'il y avait un marché fort aux États-Unis. Et on savait qu'en tant que société française, si on voulait réussir à l'international et notamment aux États-Unis, il fallait être présent, il fallait avoir des talents locaux. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça se passe très bien. Aujourd'hui, plus de 33% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis uniquement. Donc c'est notre plus grande part de marché se fait aux États-Unis. Et pourquoi finalement on a sur 2020 et 2021, décidé de se rapprocher de nos clients. C'est essentiellement Sydney. C'était difficile de couvrir toute l'Asie-Pacifique de la France. Le réseau, c'est impossible d'un point de vue time zone. Donc on a décidé d'ouvrir Sydney. L'Australie étant un très beau marché pour nous et fonctionne très bien, c'est tout naturellement qu'on s'est mis en Australie. Et ça va couvrir toute l'Asie-Pacifique. Maintenant, pour Madrid, Berlin et Londres, l'idée est d'aller aussi où sont les talents. C'est difficile aujourd'hui de recruter des commerciaux en général qui parlent l'allemand. En France, c'est pas facile. L'anglais, c'est un petit peu plus simple, mais pareil, être à Londres, c'est avoir des vrais natifs anglais, et donc des personnes avec l'accent qui peuvent se parler. Ça facilite les échanges, quoi. Voilà, ça va faciliter les échanges. Et on s'est dit, on n'a pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui, mais on s'est dit maintenant, si on veut continuer, si on veut accélérer, parce que finalement, on va être un leader de la téléphonie mondiale pour les entreprises, pour ça, il faut qu'on soit le plus proche possible de nos clients. Et donc, on va aller dans nos gros marchés au fur et à mesure, une fois qu'on a démontré à distance qu'on est capable de vendre sur ce marché. Vous parlez de téléphonie, mais moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un gros boom de la vidéo. C'est quelque chose que vous avez regardé, j'imagine. Bien sûr, et ça fait partie, on va dire, le futur d'Aircall. C'est également intégrer la vidéo dans notre outil. On intègre déjà tout ce qui est messaging, donc les SMS, le WhatsApp, etc. Mais la vidéo en fait partie, et on va apporter quelque chose de très différent que ce qu'a le marché actuellement, qui est une vidéo, on va dire, pour parler ou se donner rendez-vous. On va
innover là-dessus, on va partir de ça, et innover et apporter encore plus de valeur à nos clients et à nos futurs clients. J'ai vu que vous rêviez d'aller à Wall Street et d'être coté à Wall Street, mais pourquoi pas à Paris? C'est quoi? Vous avez trop regardé les IPO à Wall Street avec la cloche et les paillettes qui tombent, ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va dire que c'est... Il y a un peu un rêve de gosse. Ouais. Il y a un petit peu un rêve de gosse, si on est tout à fait honnête. Non, maintenant, si on parle économiquement, c'est plus intéressant d'aller sur les marchés américains parce qu'ils savent coter des boîtes de technologie. Et donc, Aircall étant une pure boîte de technologie, les marchés américains vont mieux nous valoriser. Et surtout, il y a plus de liquidité pour ce genre de société telle que Aircall. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on le fasse ailleurs, mais à première vue, on s'oriente vers ça dans les années à venir. Vous le feriez de vous-même ou vous le feriez via un SPAC? De nous-mêmes, je pense. On nous a beaucoup approchés pour les SPAC, mais aujourd'hui... Oui, j'ai lu ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, on nous a approchés, je pense, comme toutes les sociétés un petit peu visibles en France, qui se font beaucoup approcher pour les SPAC. Je pense que ça peut avoir de l'intérêt dans certains cas. Nous, aujourd'hui, au niveau auquel on est, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment, ça serait beaucoup de travail, ça serait beaucoup de défocus pour les équipes. Là où aujourd'hui, on sait se financer, on sait où aller prendre de l'argent. Donc, c'est pas nécessaire de rentrer public. Et donc, ça va avec toutes les contraintes d'être public. Ça veut dire partager l'intégralité des chiffres, être au centime près sur les prévisions et sur la guidance. Et on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de mettre une telle pression sur les équipes finances et plutôt se concentrer sur aujourd'hui une levée de fonds classique qu'on fera peut-être dans les années à venir, mois à venir. Et en tout cas, laisser le temps à une introduction en public. Donc, ce serait à quel horizon alors? Ah là là. Non, ça serait d'ici 2 ans, 2 à 3 ans. Ah oui, c'est quand même assez proche, quoi. Ça va très vite. En fait, ça va très vite. On le prévoit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, notre CFO, donc notre directeur financier, le prépare d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue équipe, d'un point de vue reporting. Tout ça pour être prêt le jour où on veut le faire. Alors, ce sera peut-être via un SPAC, ce sera peut-être en direct, mais en tout cas, on le prévoit dès aujourd'hui. Et quelle que soit la société que vous interviewez et qui veut un jour s'introduire en bourse ou qui l'a déjà fait, vous dira que 2 à 3 ans de préparation, c'est pas trop. Autant y aller bien préparé, quoi. Autant y aller bien préparé et éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup, Jonathan Anglove. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Aircall. Et pour terminer cette émission, je suis maintenant avec Hélène Holf-Gaillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de BrainCube, qui a été créée il y a 12 ans à Issoire, en Auvergne, et qui est l'un des leaders de l'IA pour l'industrie. Alors, ça veut dire que, en fait, vous travaillez pour construire les entreprises, les industries du futur, les usines du futur ? Exactement, c'est ce qu'on fait. On accompagne les industriels dans les usines, dans la profonde mutation qu'ils sont en train de vivre actuellement, parce que c'est la 4e révolution industrielle. Après la machine à vapeur, l'électricité, la robotique et l'informatique. Aujourd'hui, c'est les technologies de l'Internet, toute l'utilisation de la donnée, la mise en réseau de l'information, ce qu'on appelle l'IoT. Qui ouvre des perspectives nouvelles pour l'entreprise, l'usine de demain. Et c'est ça qu'on fait, on développe et on fournit une plateforme IoT. Alors, vous parlez d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on apporte aussi des applications qui permettent d'utiliser les données dans cette plateforme qui embarquent de l'intelligence artificielle. D'accord. Il n'y a pas que ça, parce que ce qui est important, la matière première, c'est d'abord la donnée, c'est l'accès à la donnée, pouvoir la collecter. C'est quoi, c'est du big data, en fait ? Alors, oui, ce sont des données massives, Il faut voir ce que représente la quantité de données générées par une usine, à la fois sur les paramètres de fabrication, sur les matières premières, sur les mesures réalisées au laboratoire pour vérifier la qualité des produits finis. Tout ça, c'est des quantités gigantesques de données. Et il faut pouvoir collecter cette information, cette donnée brute au départ. Il faut pouvoir la transporter, il faut pouvoir la stocker, il faut pouvoir la sécuriser, il faut pouvoir la mettre à la disposition de celui qui en a besoin. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on propose pour pouvoir utiliser efficacement, pleinement, cette donnée qui est une mine d'or pour pouvoir mieux maîtriser son procédé de fabrication, mieux conduire ses lignes, être plus performant, faire plus de qualité, moins de rejet, moins de rebut, moins de gaspillage finalement. Alors,
Vous analysez aussi vous-même ces données ou vous confiez l'analyse à quelqu'un d'autre? Parce que ça a l'air d'être des masses de données. Donc après, il faut les traiter, ces données, et en faire quelque chose dont l'usine puisse se servir, en fait. Et effectivement, il y a énormément d'usages. Ça peut être de la vérification de ce qui se passe en production en temps réel. Ça peut être du contrôle de la qualité des produits. Ça peut être, si on parle d'analyse de données, comprendre les impacts de qu'est-ce qui fait que, selon que je suis réglé avec tel niveau de température ou tel niveau de pression, je vais avoir un produit finalement qui va avoir la bonne dimension, le bon aspect, ou au contraire qui va être en défaut. Et pour réaliser ces analyses, nous développons du logiciel et nous avons développé des technologies de machine learning, d'apprentissage sur les données qui automatisent ce traitement des données, qui l'accélère pour pouvoir le mettre à la disposition des utilisateurs dans les usines au travers d'applications très simples où l'usage est facilité. Donc, ce n'est pas nous qui réalisons les analyses, c'est directement l'homme en production. Alors, c'est souvent un ingénieur process, par exemple, dans le cas de l'analyse. D'accord. Ça peut être les opérateurs, le directeur d'usine, le qualiticien, etc., sur d'autres usages que l'analyse. Voilà, pour pouvoir répondre aux questions que les gens en usine se posent en permanence pour régler des problèmes, améliorer tout ce qui peut l'être. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je vous écoute, c'est fascinant, et du coup, je me perds dans mes trucs. C'est des usines qui sont déjà automatisées, alors? Ou est-ce qu'on peut mettre en place certains process quand même sans ça? On travaille essentiellement, pour ce qui nous concerne dans notre histoire, on a adressé d'abord des industriels avec des procédés relativement complexes, avec des dizaines, des centaines, des milliers de paramètres qui permettent de conduire la fabrication, et donc qui sont pour la plupart déjà très automatisés. Dans les années 90-2000, vous savez, il y a eu beaucoup de systèmes de capteurs, tous les systèmes de supervision pour pouvoir maîtriser le procédé, et notamment dans les environnements dangereux, à distance, dans des salles de contrôle, avec des centaines, des milliers de paramètres qu'on peut maîtriser derrière un écran. Mais toute l'industrie a besoin de se transformer. Effectivement, ces industries-là ont la matière première disponible, et ils peuvent utiliser une plateforme telle que celle de BrainCube, une plateforme IoT, des applications pour exploiter cette donnée au mieux. Pour des industriels qui n'ont pas nécessairement toutes ces données, alors ça demande de poser des capteurs, de tirer des câbles, effectivement, pour avoir cette donnée existante au départ. À partir de là, on peut, avec une plateforme IoT, collecter cette donnée, la récupérer au travers en la récupérant des automates, des systèmes d'information pour l'utiliser. On a développé une solution particulièrement pour les PME-PMI pour leur permettre de franchir une première étape de transformation, les aider dans la digitalisation. En partenariat avec Siemens, on a développé une box qui s'appelle la Edge Factory Box, qui fonctionne comme votre box Internet chez vous, pour pouvoir récupérer facilement dans l'atelier les données de ligne et pouvoir avoir des premiers usages, ne serait-ce que, au lieu d'avoir des relevés manuels papier, pouvoir digitaliser des formulaires, pouvoir suivre ce qui se passe en termes de paramètres de production pendant la fabrication, pouvoir, si jamais il y a un défaut ou un comportement anormal qui commence à arriver, pouvoir déclencher une bufferisation des données pour pouvoir les récupérer, les analyser plus tard. Tout ça, c'est plein d'usages qui permettent de mieux fabriquer, mieux contrôler son procédé de fabrication. Donc voilà, pour tous les industriels, qu'ils soient très automatisés ou ayant encore peu de données. J'ai lu que vous alliez plus loin, même vous faites des jumeaux numériques de certaines usines pour pouvoir comme ça tester si je change tel paramètre, comment je peux améliorer la performance? C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des jumeaux numériques, et on peut appeler jumeaux numériques des choses bien différentes. Nous, ce qu'on propose, en fait, l'important, c'est la qualité de la donnée. Parce qu'il faut qu'elle soit disponible, mais il faut aussi qu'elle soit exploitable. Si vous voulez l'analyser, par exemple, pour comprendre les impacts de tel ou tel paramètre sur vos résultats finaux, pour éviter de surconsommer, par exemple, de l'énergie, il faut que vos données, telles que vous les analysez, traduisent bien ce qui se passe sur la ligne de production. Et la donnée brute, telle que vous la collectez, telle que vous la récupérez, elle est dispersée dans les automates d'un côté, dans des systèmes de l'autre, dans des relevés encore à un autre endroit. Donc, elle n'est pas exploitable en l'état. Il faut l'agréger, la contextualiser. Et un contexte qui est très fréquent dans le monde de l'usine, c'est le contexte au produit. C'est je veux comprendre, par exemple,
sur ce pneu de fabrication, quelles ont été toutes les composantes, matières, tous les paramètres procédés, toutes ses caractéristiques, toute son histoire. Donc c'est sa carte d'identité qui permet de dire, voilà, ce pneu-là, il est unique parce qu'il y a de la variabilité intrinsèque à toutes les étapes. Et donc je suis capable d'agréger les données pour décrire ce qui se passe pour ce pneu. Et quand vous faites cette transformation de données-là, vous êtes en mesure de comparer pourquoi un pneu a été fabriqué plus facilement qu'un autre, pourquoi il a coûté moins cher dans sa production, pourquoi est-ce qu'un jour ça marche, un jour ça ne marche pas, etc. Et ce sont ça les jumeaux numériques que nous créons, c'est la reconstitution à partir des données brutes de l'histoire par produit, de chaque produit tel qu'il a été fabriqué pour pouvoir après l'analyser, en faire quelque chose. Alors vous êtes basé, je l'ai dit tout à l'heure, à Issoire, dans un château. J'ai vu votre siège social, il est dans un château du 19e siècle. Et je me suis dit, c'est un peu aux antipodes de l'usine du futur et de la solution hyper technologique que vous proposez. En fait, c'est quoi? C'est le pied de nez qui vous amuse ou... Ah, c'est vrai, c'est très amusant et on a envie de maintenir cet état de fait. On a démarré avec notre siège à Issoire, donc à Issoire, au sud de Clermont-Ferrand, pour des raisons historiques. Mes deux associés, Laurent Laporte et Sylvain Rubat-Dumérac, avec qui on a créé la société, étaient dans cette région. D'ailleurs, c'est pas un hasard. En fait, l'Auvergne, c'est une région très dynamique et c'est une région très industrielle. C'est un bassin industriel. Rien que sur la commune d'Issoire sur laquelle nous sommes, il y a 4 très gros sites industriels, donc qui représentent des milliers d'emplois industriels. Et voilà, nous avons choisi de nous implanter là et nous développons des technologies en cloud. On a toute notre R&D là-bas qui sert des clients partout dans le monde. On a des clients dans 35 pays aujourd'hui. On peut les servir à distance et même pendant la crise du Covid qu'on a connue, on a développé même des compétences nouvelles pour pouvoir faire 100% de l'intégration à distance pour installer la plateforme et mettre à la disposition des usines les applications nécessaires sans être sur place. Donc en fait, on peut être partout. Et si on peut être partout, tant qu'à faire, on est aussi bien en Auvergne, avec beaucoup moins de problèmes de turnover, de bâtiments, etc., qu'on peut connaître en région parisienne. C'est une expérience qui montre qu'on peut effectivement grandir, faire du business en étant installé en province. Oui, j'allais vous poser la question quand même en termes d'attractivité des talents, parce que vous êtes sur des métiers qui sont très pointus. On sait que parfois la bataille des talents, elle est un peu rude. Ils acceptent tous de venir à Issoire, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a peu de projets très compétitifs avec ce qu'on peut proposer comme challenge technique, comme aventure. Donc on peut attirer les meilleurs talents, on a le luxe de pouvoir choisir les meilleurs et de pouvoir les garder parce que le cadre de vie est très agréable. On a des très bonnes écoles à Clermont-Ferrand, autour de nous, dans la région lyonnaise aussi. Et, vous n'êtes pas loin non plus, oui, effectivement. Et on est très bien en Auvergne. On a aussi d'autres bureaux. Moi-même, je suis installée en région parisienne à Versailles. Et on a aussi ouvert des filiales. Donc on a des bureaux aux États-Unis, au nord de Boston. On n'est pas non plus dans des très grandes villes à l'étranger. Également à côté de Sao Paulo. Merci beaucoup, Hélène Holf-Gaillard. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de BrainCube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Smart, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumy qui vous propose une semaine de best-of. Et on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.